Chapitre 7. La gestation. Mes parents. Maman, Anne-Marie Mahout, qu'on appelait Annie, était montée de sa Bretagne natale à 19 ans pour essayer de trouver un emploi à Paris. J'ai appris très récemment, par un cousin breton, que c'était aussi pour rejoindre un amoureux. Elle était hébergée chez une de ses tantes à Colombes et n'ayant aucune réelle formation professionnelle, fut embauchée comme serveuse à la cantine d'Hispano Suiza, l'usine d'aviation à Bois-Colombes, où travaillait mon père comme ajusteur. C'est dans le réfectoire qu'ils se rencontrèrent. Après leur mariage, le 10 juin 1943, entre parenthèses, je suis né début octobre, fin de parenthèse. À l'âge de 20 ans tous les deux, et avec les enfants, elle ne travailla plus. Les ouvriers, très conservateurs, n'aimaient pas que leurs femmes travaillent. Mon père, René Bisson, les cheveux plaqués en arrière sur le crâne, était aussi réputé bel homme. Je ressemblais beaucoup à mes parents, qui n'auraient pas pu me renier. D'allure générale, je ressemblais à mon père, mais dans les détails et le caractère, c'était ma mère. Pour ma sœur, c'était l'inverse. De loin, on aurait dit ma mère, mais dans les détails, c'était mon père. Ce dont elle se plaignait, car ses détails étaient moins fins que ceux de maman. Son caractère aussi tenant plus du côté paternel. Mon frère Gilles, plus jeune et plus petit, me ressemble beaucoup, surtout dans la gestuelle. Mais il est resté beaucoup plus bout en train et joyeux luron. Papa, à ma connaissance, n'a jamais eu d'effort à faire pour rencontrer les femmes de sa vie. Il les connut toutes sur son lieu de travail, avant ma mère et peut-être aussi après son mariage, d'après les éclats que j'entendais la nuit venant de leur chambre, comme ils jouaient de la batterie dans les balles, dont il était le point de mire, il n'avait qu'à se donner la peine de choisir parmi les admiratrices qui devaient tourner autour. La petite enfance. 1946. Maman entre dans le petit studio qu'elle habite avec mon père, au 5e et dernier étage, sans ascenseur, d'un immeuble populaire relativement récent, 15 impasse du Puy à Courbevoie. Elle pose dans l'entrée le cabas contenant ses faibles emplettes. Ces années d'après-guerre connaissent encore les restrictions. Elle entre dans la pièce principale retrouver son petit garçon, tellement sage qu'elle peut partir faire des courses en le laissant seul. D'ailleurs, elle n'a personne pour le garder. Sur le seuil de la pièce, elle a un choc. La fenêtre est grande ouverte et je suis tranquillement assis sur le cadre en bois grillagé, censé m'empêcher de tomber dans le vide. Je me balance sur le cadre en rigolant. Derrière moi, il y a 5 étages de chute sur le ciment de la cour. Ma mère comprend que tout geste brusque de sa part pourrait me faire un geste de recul fatal. Surmontant son angoisse, elle prend son sac à main, l'ouvre et farfouille à l'intérieur. Regarde ce que je t'ai apporté, mon petit chéri. Devant mon air intéressé, elle se rapproche tout doucement. Regarde ce que je t'ai apporté de bon. Elle se rapproche encore, et quand elle est assez près, d'un geste brusque, elle m'attrape, me tire vers l'intérieur et me fait tomber sur le plancher avec un grand ouf de soulagement. C'est seulement après, affolée, qu'elle se rend compte que j'aurais tout aussi bien pu être blessé dans cette petite chute. Heureusement, je n'ai rien. Sinon, vous n'auriez rien su de mon histoire, puisqu'elle se serait arrêtée là. Un autre jour, rentrant encore d'une absence, elle me trouve sur le grand lit, le placard à pharmacie est ouvert. Je me suis assis sur le lit, mon nounours dans les bras, lui mettant des gouttes dans le nez pour le soigner, en ayant répandu partout sur le couvre-lit. Déjà, mon besoin d'aider les autres se manifestait, mais je ne crois pas que maman l'ait compris ce jour-là. On attend une petite sœur. Papa, grand travailleur et de surcroît musicien semi-professionnel, entre parenthèses, le week-end, il joue de la batterie dans les bals et les dancings qui fleurissent partout après la guerre. Fin de la parenthèse. Profite d'une opportunité. Un petit pavillon en face au 12 bis se libère. La propriétaire, très âgée, une fleuriste qui entreposait ses fleurs dans le pavillon, le rendant humide, vient de mourir. Et en raclant tous les fonds de tiroir, papa réussit à l'acheter. Je n'ai qu'un peu plus de 3 ans et je l'accompagne quand il va disposer des fumigènes au soufre dans toutes les pièces, qu'il laissera plusieurs jours pour se débarrasser des punaises envahissantes avant de tout refaire. Je revois à l'école maternelle un copain, William, qui avait une chaînette en métal. Il s'amusait à la faire tourner comme l'hélice d'un avion.
J'avais peur de la recevoir dans la figure. L'école primaire. J'étais un enfant sage et déjà assez solitaire. Je jouais seul, dans le tout petit jardin derrière le pavillon. J'étais le général de l'armée de mes billes que j'avais gagnée en jouant à la récréation avec d'autres élèves. Très tôt, à l'école primaire, mon sens de la débrouillardise, le système D comme on l'appelait, s'était manifesté. Un jour où j'avais eu un zéro de conduite, eh oui, j'étais déjà un grand bavard, je n'avais pas osé montrer mon cahier à mon père pour qu'il le signe. J'ai alors envisagé d'imiter sa signature. Mais ne me sentant pas capable de réussir une belle imitation, une idée m'est venue. En cherchant dans mes vieux cahiers, j'ai trouvé une belle signature à mon goût et je l'ai découpée soigneusement. Puis, je l'ai collée sous mon zéro. C'était très beau, surtout avec toute la colle devenue gris sale autour du petit rectangle de papier. Évidemment, la supercherie était découverte. Et si mes parents et l'institutrice en ont beaucoup rigolé, ce n'est que des années après que je l'ai su. Ce jour-là, c'est une fessée que j'ai reçue. Ah, le dur apprentissage de la vie. J'ai reçu d'autres fessées, bien méritées, sans qu'il y ait eu le moindre traumatisme émotionnel durable, comme veulent le faire croire certaines pédopsychiatres actuelles. J'avais reçu des leçons qui me furent utiles pour le reste de ma vie. Un jour qu'il faisait très chaud dans la classe, j'avais soif. Nous avions des encriers en porcelaine blanche encastrés dans le pupitre. La tentation était trop forte. J'ai bu de l'encre. Pouah, la bouche noire, j'avais toujours aussi soif. L'été, mon père m'envoyait en colonie de vacances à Villers-sur-Mer, au bord de la Manche, en Normandie, près de Deauville. Il était délégué du personnel à la SNECMA, entre parenthèses, Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, fin de parenthèse. Le comité d'entreprise avait créé des lieux de vacances de grande qualité pour les enfants du personnel. Papa, connaissant le directeur des Bucailles, réservé aux enfants de 6 à 12 ans, j'y fus admis pour la première fois alors que je n'avais pas encore 6 ans. J'étais le plus jeune, le chouchou, sans trop m'en rendre compte. Il y avait la fête des moniteurs, des jeunes gens qui avaient plus ou moins participé à la guerre et qui profitaient de cette fête pour se défouler. On faisait des guirlandes en papier crépon de couleurs, des couleurs vives que j'ai aimé retrouver dans mes premiers tableaux. Le soir de la fête, étant le plus jeune, on m'a peinturluré le visage comme un Indien avec du mercurochrome rouge. On m'a offert du chocolat, encore rare, et on m'a baptisé Goujon timide. C'était bien trouvé. Toute mon enfance, j'ai souffert de la timidité. Et c'est seulement à la fin de l'adolescence que j'ai réussi à me débarrasser de cette maladie. Je m'étais rendu compte qu'après une situation, rencontre, rendez-vous intimidant, je me trouvais détendu et que finalement ça s'était bien passé. Alors, je me suis auto-suggestionné avant une rencontre intimidante. J'ai imaginé que j'étais après dans l'état détendu. Le truc a marché et j'ai réussi par cette autosuggestion à dominer mes émotions. Mais il me reste encore des relents de timidité qui me bloquent un peu, en particulier quand il s'agit de faire connaître et commercialiser mon œuvre. Je suis retourné avec plaisir plusieurs années dans cette colonie de vacances. J'ai retrouvé des camarades que je voyais grandir d'année en année. J'apprenais les joies et les inconvénients de la vie en groupe, l'hygiène, à faire mon lit, ranger mes affaires et écouter ce qu'on me disait. Les jeux ensemble, les marches en chantant. Je ne peux que recommander aux parents d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Excellente école de la vie en s'amusant. Ils s'ennuient tellement quand ils passent les vacances en famille. Un seul bémol, quand on devait se baigner dans la mer. L'eau de la Manche m'a toujours frigorifié. Je préférais de très loin construire des châteaux de sable. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais ingénieur en travaux publics. Je ne savais pas exactement ce que c'était, ni où j'avais entendu cette expression, mon milieu social d'ouvrier dans l'industrie métallique étant loin de cette activité. C'est surprenant quand on sait que je suis devenu architecte et que mon œuvre est une construction de vibrations visuelles et sonores, un pont, un couloir vers un autre monde. Dans l'idée, c'est très proche. Après les vacances, retour à l'école primaire publique rue Ficatier. J'étais plutôt bon élève, sans trop forcer. Après les cours, j'allais chercher ma petite sœur, Martine, à la maternelle. Puis plus tard, à son école primaire, rue de la Montagne, encore plus loin.
pour la raccompagner à la maison. Il y avait 20 minutes à une demi-heure de marche. J'avais entre 7 et 11 ans. Il n'y avait pas d'adultes avec nous. Ça s'est toujours bien passé. On n'était pas surprotégés comme maintenant. Le collège. J'ai été admis en sixième au collège Paul Lapie à Courbevoie. Mon père y avait été lui-même élève, et j'ai eu comme professeur de mathématiques celui qu'il avait eu, un charmant vieux monsieur aux cheveux blancs, aussi surveillant général, monsieur Belloni. Il avait quelques indulgences pour moi, ce qui m'a permis de ne pas faire toutes les heures de colle que j'avais méritées par mon indiscipline. J'avais un copain un peu plus âgé qui s'était mis à construire de minuscules maquettes de bateaux de guerre. J'ai suivi son exemple. J'allais au musée de la marine chercher des fascicules contenant les silhouettes de tous les bateaux de ma marine de guerre française. J'ai réalisé avec du balsa et des aiguilles de couturière toute une flotte minuscule, au millième, un mètre étant réduit à 1 millimètre, avec cuirassiers, croiseurs, escorteurs, avions, sous-marins, porte-avions, avec les avions dessus, bateaux de débarquement, avec d'encore plus petits véhicules, chars, camions, jeeps. J'étais l'amiral en chef. Pour satisfaire mémé, ma grand-mère maternelle, maman m'envoyait au catéchisme, bien que la religion ne l'intéressait pas, ni un papa qui laisse faire. À cet âge, bon élève qui écoutait ce qu'on lui enseignait, je croyais à ce qui m'était dit, et je fis ma première communion avec ferveur. C'est plus tard que j'ai remis en question les dogmes et les rituels. Vers 13-14 ans, je lisais le journal de Mickey qui, dans une de ses rubriques, expliquait comment fabriquer tel ou tel objet. Il y eut un sujet sur les marionnettes qu'on enfile au bout des doigts. Je me mis à en fabriquer toute une distribution pour un spectacle. Je réalisais aussi un petit théâtre inspiré de Guignol, avec des projecteurs réalisés à partir de boîtes de conserve cylindriques. J'écrivais un scénario. Il ne me restait plus qu'à faire une représentation publique. Ça me plaisait beaucoup moins de faire l'acteur, même caché. La salle à manger, transformée en salle de spectacle, est comble. Mon père, ma mère, Martine, ma sœur, née en juillet 1947, Gilles, mon nouveau petit frère qui a 11 ans de moins que moi, mon parrain André, qui est aussi le frère aîné de mon père, et sa femme, Tata André. Ils habitent au 15. Pomme, 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 pomme. Grand flash de lumière. La représentation est déjà terminée. Je suis électrocuté. Enfin, j'ai pris un grand coup d'électricité sur la tempe à droite. Je crois. Mon isolation électrique devait être défectueuse. J'avais déjà l'idée du spectacle et de l'utilisation de la lumière, mais pas sur scène. Peut-être que ce court-circuit explique beaucoup de choses. D'ailleurs, le premier achat que j'ai pu réaliser avec mon argent de poche, très faible à l'époque, était un disque de 45 tours de Harry James qui interprétait I'm beginning to see the light. Je commence à voir la lumière. C'est ce que je venais de faire et que j'ai continué beaucoup plus tard. Vacances 1957. Je pars à Briard, dans le Loiret, passer quelques semaines sur un terrain de camping situé entre la Loire et un vieux canal abandonné. J'y avais déjà été avec mes parents et j'y suis retourné seul sous la surveillance des gardiens gérants du camp. Je suis très copain avec leur fils aîné, un peu plus âgé que moi. Une fin d'après-midi, on décide d'aller faire un tour en ville. On est près de la barrière du terrain quand on entend un grand plouf. On se précipite et on voit que la petite sœur de mon ami est tombée dans le canal. Je suis tétanisé. Impossible de bouger. Heureusement, le grand frère, dans une réaction instinctive, saute à l'eau et sauve sa sœurette. À la suite de cette anecdote, quand on me demande ce que je ferai dans telle ou telle situation, je refuse de répondre, car on ne peut jamais prévoir notre réaction dans une situation réelle. Mes parents me reprennent en passant. On va en Andorre, dans les montagnes pyrénéennes. La haute altitude est splendide. Des chevaux en liberté un peu partout. Un grand ami de mon père, Roger, professeur d'histoire de la musique et musicien semi-professionnel lui aussi, entre parenthèses, il joue du saxophone, fin de parenthèse, et féru de pêche à la truite au lancer. Il m'emmène m'y essayer en compagnie de ses deux fils. Après une longue marche, on arrive à un petit lac isolé, loin de tout, l'air est limpide, il fait très beau. Roger me montre comment manier la canne. Je fais mon premier lancer, c'est le dernier. La mouche s'est accrochée dans un massif de rhododendrons et le bout de la canne est cassé.
La pêche, c'est pas pour moi. Dernier mois de vacances. Nous en avions 3 à cette époque. Je pars seul en Allemagne, dans une famille qui m'y attend. Arrivé gare de l'Est en retard, j'attrape le train en me dépêchant. Il démarrait déjà. Mon père me passa ma valise tout en courant. Au revoir papa. C'est parti pour l'aventure en train à vapeur. On voyage toute la nuit. Correspondance à Bamberg sans trop de difficultés. Arrivé dans la matinée à Schweinfurt, capitale mondiale du roulement à billes, cible privilégiée des bombardements de la dernière guerre encore récente, je cherche autour de moi. Les voyageurs quittent le quai. Il n'y a personne à m'attendre. Je n'ai que 13 ans et 9 mois. Je bafouille l'allemand que j'ai étudié en classe. Je suis épuisé, désemparé. J'ai envie de pleurer. Je me dirige vers la sortie. À ce moment, un monsieur d'un certain âge s'approche de moi. Il parle français assez bien et me demande ce qui se passe. Je le lui explique. À sa demande, je lui montre l'adresse qu'on m'a donnée. Il me dit qu'elle est située dans une petite ville à l'écart et qu'il faut reprendre un autre train. Il va acheter un billet et refuse toute idée de remboursement. Puis me dit qu'il a fait la guerre en France, dont il a conservé un très bon souvenir, et va trouver le chef de gare à qui il explique la situation, puis s'en va. Un monsieur très gentil, mon sauveur. Entre parenthèses, un esprit protecteur incarné. Fin de parenthèse. Le chef de gare vient me trouver. Quelques mots, quelques gestes, je comprends qu'il faut attendre plus de 2 heures. Seul, assis, morose, j'attends dans cette petite gare. Le train arrive. J'ouvre les yeux écarquillés et amusés. Je croisais dans un western les mêmes wagons avec des plateformes aux extrémités. Le chef de gare parle au chef de train qui porte une de ces casquettes plates impressionnantes qui rehaussent le prestige. Pendant le trajet, celui-ci vient me trouver sur la plateforme où j'étais resté admirer le paysage en ayant le visage fouetté par le vent de la vitesse et tente gentiment de communiquer avec moi. Arrivé à destination, il immobilise le train jusqu'à ce qu'il soit sûr que je sois en de bonnes mains. Un employé de la gare prend ma valise et nous marchons un bon quart d'heure pour arriver enfin à cette adresse, but de mon périple. Je suis touché par cette chaîne de gentillesse et de serviabilité pour mes premiers contacts allemands. La famille me reçoit avec forces exclamations de joie et de surprise. On ne m'attendait pas. La carte postale annonçant mon arrivée n'arrivera que le lendemain. Imprévoyance de mes parents. Pensant que je meurs de faim, Mouti, la maman, entre parenthèses, le maire est mort à la guerre, ferme parenthèse, me prépare une omelette avec de la confiture au milieu. C'est la première fois que j'en mange. Je n'aime pas trop. Mais on m'offre aussi à boire du Coca-Cola. C'est la première fois que j'en goûte, et ça j'aime. On n'avait à Courbevoie que de la limonade, et encore rarement. Depuis, comme la Madeleine de Proust, à chaque fois que je bois du Coca, je pense à ce premier jour en Allemagne. Très bon rapport avec cette famille, dont Lothar, un des fils de mon âge. Quelques jours plus tard, je rencontre la fille aînée. Elle a 20 ans et vient de se marier depuis peu à un ingénieur plus âgé, manifestement pour aider sa famille dans le besoin plus que par amour. Malgré notre différence d'âge, elle n'est pas insensible à mon charme que je commence à découvrir. Nous naviguons ensemble dans un kayak de location sur la rivière proche, le Main. Un soir, Lothar m'emmène à une réunion de jeunes très cordiaux. Ils chantent beaucoup. J'accompagne comme je peux. En face de moi, je vois une ravissante jeune fille qui m'a remarqué aussi. Elle s'appelle Ingrid. Elle a 16 ans. Mon premier flirt, mon premier baiser. Je portais des chaussettes en nylon rouge. C'était la grande nouveauté, à Paris. Dans cette société très figée, très conservatrice, la moindre nouveauté se remarquait, et le qu'en dira-t-on avait une grande importance. Aussi, je rasais les murs dans mon quartier pour éviter les colibés. À Schweinfurt, c'était encore plus nouveau. Après mon retour, nous avons correspondu plusieurs mois. La lettre d'Ingrid commençait toujours par Mein lieber roter Strumpf, ma chère chaussette rouge. J'étais en avance. Les Schtroumpfs de la bande dessinée de Peyo n'ont été connus que plus tard et ils étaient bleus. Rentré à Paris, je décide de m'inscrire au club de gymnastique de compétition de la ville de Courbevoie, alors championne de France. Ma sœur y avait été inscrite la saison précédente et j'allais la chercher à la salle d'entraînement le soir après sa séance de gymnastique. En l'attendant,
je patientais dans un petit jardin en surplomb, dominant la rue, d'où on avait une vue plongeante sur une teinturerie située sur le trottoir d'en face. La teinturière s'appelait Madame Monico. Elle était très gentille, sociable et aimait les jeunes. Surtout, elle avait deux ravissantes filles, Monique et Josie. Je restais longtemps à regarder particulièrement Josie, la belle brune, mais je ne voyais pas comment lui parler, ma timidité étant trop forte. Mon inscription au club de gymnastique était aussi un moyen de la voir plus souvent. Je n'étais pas mauvais, si je n'excellais en rien. J'étais au-dessus de la moyenne dans toutes les disciplines, aussi bien gymnique qu'athlétique, donc bien équilibré. Si bien que lors du concours annuel d'Île-de-France, je terminais huitième sur plusieurs centaines de participants. Un jour, profitant que le moniteur s'était absenté, on veut s'amuser. On dispose un cheval d'arçon dans la sûre qui servait d'amortisseur en cas de chute, et on s'élance pour accrocher une barre fixe et s'y balancer. Comme j'étais le plus grand, entre parenthèses, les gymnases sont généralement assez petits, l'effort commençant trop tôt, ralentissant la croissance, fin de parenthèse. Je recule le cheval d'arçon. Je m'élance. La distance est trop grande et n'attrape la barre que du bout des doigts, ce qui m'empêche de la saisir et la contrôler. Emporté par l'élan, je me balance, mais n'ayant rien pour me retenir, je tombe sur la nuque. KO. 36 chandelles. Cette fois aussi, j'ai vu la lumière. J'aurais pu me casser la nuque, et tout serait été là. Mais mes origines bretonnes m'ont donné la tête dure. L'an d'après, je devais passer au niveau supérieur. C'était trop difficile pour moi, et j'ai abandonné la gymnastique avec un peu de regret. Progressivement, j'ai fini par échanger quelques mots avec Josie, puis davantage. On a fini par former une bande de copains-copines, avec entre autres Gérard, qui habitait aussi l'impasse du Puy, et qui était mon meilleur ami de l'époque. Quand on est copain, c'est plus difficile d'amorcer une relation amoureuse. Car si on s'est trompé sur les sentiments réciproques, l'amitié en prend un coup. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis trouvé dans une soirée avec Josie. On sort prendre l'air et elle tombe dans mes bras. Enfin, après tant d'années d'attente. Nos premiers baisers. La suite pour un peu plus tard, espérais-je. C'était juste avant les fêtes de la fin d'année. Le jour de l'an 1964, que je passe à Bagneux avec ma famille. Le téléphone sonne vers minuit. C'est pour moi. Gérard, la voix défaite, m'apprend qu'il était parti en Normandie avec une bande d'amis, dont Josie. Après le réveillon, ils ont voulu prendre un verre ailleurs. Un des convives était venu en voiture de sport, un coupé à 2 places, avec sa fiancée. Celle-ci, qui n'avait pas envie de bouger, propose à Josie de prendre sa place. Sur la route, une plaque de verglas. La voiture dérape dans le tournant et s'écrase contre un rocher. Le conducteur n'a rien. Josie a tout pris. Elle est morte sur le coup. J'en frémis encore un demi-siècle après. Si le destin n'avait pas frappé, ma vie aurait probablement été tout autre avec Josie. La troisième. J'obtiens le BEPC, mais je n'ai plus envie d'étudier. D'autant que la perspective de travailler avec mon père apparaît de plus en plus. Il avait quitté la SNECMA et était entré au Camion Bernard à Bagneux comme chef d'équipe. Son salaire n'était pas suffisant et gros travailleur, il allait faire des heures supplémentaires chez un artisan qui avait monté un atelier d'affûtage industriel de précision, la spécialité de mon père. Son activité ne lui paraissant pas suffisamment rentable, cet artisan s'était laissé entraîner à commettre un cambriolage. Il s'était fait prendre et se trouvait en prison. Son épouse, Catherine, affolée, proposa alors à mon père de s'associer. Et ils montèrent alors leur propre entreprise, à fût précis. Elle divorça par la suite et leur association devint plus complète, ce qui déplaisait beaucoup à ma mère que j'entendais la nuit faire des scènes de jalousie. Je passais les week-ends et les congés scolaires à travailler sur les machines ou effectuer des livraisons dans les entreprises. J'ai sillonné ainsi toute la banlieue sud en vélo Solex, parfois sous la pluie battante. Je rêvais alors de mobylettes plus rapides, plus nerveuses, et sur laquelle on pouvait monter à deux. Mon père me proposa d'entrer dans une école professionnelle pour me former et en attendant, je profitais une dernière fois des camions Bernard pour passer les vacances d'été à la montagne. Cette colonie, dans un grand chalet isolé, avec une vue magnifique et très lointaine, n'était pas aussi bien que celle que j'avais connue avant, mais ce furent quand même de belles vacances. Il y avait des framboises sauvages à profusion, et j'en ai tellement mangé que pendant des années j'en étais dégoûté. Un jour, en bâillant, j'ai avalé un taon, cette mouche piqueuse, suceuse de sang.
Je le sentais gigoter dans le digestif, puis dans l'estomac. Burk. L'école professionnelle. Octobre 1958. J'entre à l'école professionnelle de la SNECMA. Mon père, par son expérience de cette usine, en connaissait le sérieux. Elle était réputée pour être une des meilleures de la région parisienne. D'ailleurs, chaque année, au concours du meilleur apprenti, les premières places étaient pour les élèves de l'école. Par exemple, en ajustage, sur des centaines de participants au concours, en général, les 9 élèves que présentait l'école se plaçaient dans les 10 premières places. L'enseignement n'y était pas banal, puisqu'en plus de l'enseignement professionnel proprement dit, on avait des cours portant sur l'histoire de l'aviation, sur l'aérodynamisme et sur la météorologie. On ne rigole plus. J'en suis presque à regretter le lycée. Debout très tôt, départ à 7h moins le quart. Il fait nuit. 10 à 12 minutes de marche rapide jusqu'à la station de métro Pont de Neuilly en traversant le pont qui semble bien long quand il fait froid ou qu'il pleut. Long trajet jusqu'à Châtelet, correspondance au couloir sans fin, puis nouveau long trajet jusqu'à Tolbiac ou Maison Blanche pour varier, après la place d'Italie. Nouvelle marche rapide de 10 à 12 minutes pour arriver à la porte de l'usine en bas du boulevard Jourdan. Entre parenthèses, aujourd'hui disparu et remplacé par des immeubles d'habitation, fin de parenthèse. Des gardiens en uniforme à qui il faut présenter la carte d'identité de l'usine, même s'ils nous connaissent. Une bonne marche dans l'usine, puis escalader 7 étages d'un escalier mécanique brûlant, 7 étages d'usine. C'est équivalent à 10 étages d'habitation. Arrivé essoufflé à l'infernale pointeuse. 8 heures est à peine dépassé de quelques secondes que c'est inscrit en rouge au lieu de bleu. Un certain nombre de rouges, et c'est la colle, imposant de revenir le samedi matin. On entre dans les vestiaires se changer en bleu de travail et calot sur la tête. Direction atelier ou salle de classe. Midi, on se change, dégringole les escaliers, ressort de l'usine qu'on contourne en remontant le boulevard Jourdan face au stade Charletti. Marche de 10 minutes encore pour arriver à la cantine. On y mange bien, mais on envale à toute allure pour gagner quelques minutes de liberté qu'on va passer en se promenant dans le parc Montsouris juste à côté. On ne dispose que d'une heure pour le déjeuner, donc il faut surveiller sa montre pour repartir à temps, toujours en marchant le plus vite possible. On fait des compétitions à qui marchera le plus vite sans jamais courir. Ça donne des crampes dans les muscles des jambes. Retour à l'usine, recarte d'identité, re-escalier, re-pointeuse, re-changement vestimentaire. Le soir, redégringolade des escaliers, marche au métro, changement, pont de Neuilly terminus. Traverser du pont avec une forte envie d'aller aux toilettes, tout en contemplant parfois de somptueux couchers de soleil derrière le mont Valérien. Arrivé à la maison, ouf, épuisé, dodo, et on recommence le lendemain. C'était dur, mais très formateur. À cet âge-là, je ne le regrette pas du tout. On étudie 9 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 45 heures, et plus si on est collé. De toute façon, le samedi, je dois aller à Bagneux, au bout du monde, par rapport à Courbevoie, pour travailler avec mon père. Avec la perspective de collaboration paternelle, j'aurais dû m'inscrire en ajustage ou à la rigueur en tournage ou fraisage. Mais comme la décision a été prise assez tardivement, il n'y avait plus qu'une seule place de libre, l'école étant très stricte sur le nombre d'élèves à admettre. Encore un coup du destin. C'est en chaudronnerie. Loin de la précision et la rigueur de l'ajustage, les chaudronniers sont considérés comme les artistes de l'industrie. Ce sont eux qui forment les prototypes des carrosseries automobiles ou les fuselages et les ailes d'avion. Ce sont des artistes utilitaires qui transforment de simples feuilles de métal en des volumes parfois très complexes dont l'aspect final est souvent beau. On dit qu'un avion qui vole bien est un bel avion. Il y a une relation entre l'efficacité et la beauté. Ce concept est étranger à la plupart des autres branches de l'industrie qui ne jurent que par les mesures. En chaudronnerie, j'ai appris à sentir le métal, sa surface, ses tensions, et à agir dessus par un simple petit coup de marteau bien ajusté, à l'endroit invisible qu'on sent être le bon. Cet exercice m'a beaucoup aidé à développer mon intuition. C'est une démarche artistique, finalement, qui me préparait pour la suite, mais sans qu'on l'ait réalisé, m'éloigner de l'atelier familial.
Les premiers jours de mon arrivée, j'ai cru devenir sourd malgré les boules de cire qu'on mettait dans les oreilles. Une trentaine de gaillards en bleu de chauffe tapant à tour de bras sur de la ferraille. Pour une musique concrète, c'est une musique concrète, mais que je préfère laisser aux mélomanes intellectuels. Malgré ce tintamarre, c'était passionnant de voir surgir toutes ces formes, belles dans leur pureté de ligne, à partir de bouts de tôle qu'on avait tracés auparavant. Le traçage est cette branche de la géométrie descriptive qui permet, par un dessin précis et une méthode complexe, de transformer un plan en volume parfois très compliqué. J'ai appris aussi le dessin industriel au crayon, premier entraînement à la création utile. Depuis, je crois que j'ai expérimenté presque toutes les formes de dessin connues. J'ai même commencé le dessin d'art vers cet âge-là de mes 15 ans, par des portraits très réalistes au crayon, à partir de photos de musiciens de jazz et surtout par le portrait de Gérard Philipe, ce grand acteur à qui, disait-on, je ressemblais beaucoup. Arrivent les vacances. Je pars dans un camp de toile appartenant à la SNECMA, sous des tentes de 10 personnes, situé à La Ciotat, près de Marseille. C'est mon premier contact avec la côte méditerranéenne et c'est le coup de foudre. Depuis, je n'ai pas cessé d'aimer les bords de cette mer, quels que soient les endroits où je suis allé. J'adore le chant des cigales sous les pins parasols, surtout en bordure des calanques. Un jour, le groupe est à la plage principale. Je m'éloigne du lieu qui nous est assigné et sous un auvent, je vois 3 filles qui jouent au baby-foot. L'une d'entre elles, très brune, les cheveux naturellement frisés, très vive, m'attire fortement. Je n'ose pas leur parler, toujours ma timidité. La jolie brune potelée m'aperçoit. Voulez-vous faire le 4e? En ce temps-là, on ne se tutoyait pas d'emblée, comme maintenant. Joyeux, je participe au jeu. J'apprends qu'elle s'appelle Michel. Tout de suite, les atomes crochus nous sautent dessus et nous décidons de nous revoir. Tous les jours ou presque, je m'éclipse du groupe et la rejoins. Un jour qu'au marché dans un chemin creux, en pleine nature, vers le camp, elle me demande « Est-ce que tu m'aimes ?» C'était la première fois que cette question m'était posée. Je lui ai répondu oui. Et elle me dit qu'elle aussi m'aimait. Je suis rentré à Paris et j'ai attendu avec impatience les prochaines vacances pour la revoir. En attendant, on correspondait. Un courrier très dense où chaque jour je guettais le facteur avec émotion. C'était très pur, très chaste, très Roméo et Juliette. L'année 1960 se passa dans la répétition scolaire quotidienne, avec comme nuance qu'en se rendant à la salle de sport ou à la piscine, de temps en temps, je me laissais distancer par le groupe d'élèves et quand je trouvais une entrée d'immeuble ou un recoin, pouf, je me volatilisais pour aller me balader ailleurs. Toujours le travail avec mon père. Avec le premier argent que j'avais gagné par mon travail, je m'offris une platine tourne-disque réputée, Garrard. La musique me plaisait déjà beaucoup, surtout le jazz, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. On avait agrandi le pavillon, j'y avais participé en transportant des matériaux, sable, ciment, gravat. Cependant, je m'étais rendu compte que si le travail de chaudronnerie me plaisait, il ne correspondait pas aux nécessités de l'entreprise à fût précis, en développement, ni à mes aspirations intellectuelles. Aussi, je demandai à mon père de pouvoir reprendre des études dans un lycée technique. Enfin, les vacances arrivent. Je retourne à La Ciotat et retrouve Michel avec joie, mais aussi une curieuse impression. J'avais la sensation de tromper une autre, celle avec qui je correspondais. Je me suis rendu compte que le courrier forgeait une image idéalisée de l'être chéri qui, avec le temps, s'éloignait de plus en plus de la réalité. Au bout de quelques jours, cette impression disparut. Et elle a une mobilette. Elle passe me prendre avec derrière le camp. Je prends le guidon, fier comme tout. Elle s'assoit derrière et passe ses bras autour de ma taille et nous voilà partis pour dénicher un coin tranquille où on va pouvoir s'allonger sur une couverture, se mettre en maillot de bain, s'embrasser et se caresser pendant des heures. Mais attention, toujours très chastement. À cette époque, on était parfaitement ignorant des choses du sexe. Nos parents ne nous apprenaient rien. On ne parlait surtout pas de ça. On savait seulement que c'était dangereux. La meilleure amie de ma mère, qui avait dû se marier avec un charmant monsieur beaucoup plus âgé pour reconnaître très probablement le bébé qu'elle attendait, me répétait sans arrêt de ne pas toucher aux filles honnêtes,
si je voulais m'amuser. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Nous nous promenons avec deux de ses amis au bord de la mer, loin de l'endroit où j'aurais dû me trouver avec mon groupe. On découvre un sac de plage tombé au milieu de la route. Je suis l'homme, donc à moi l'honneur de fouiller ce sac. J'y plonge la main et je sens un paquet entouré d'un mouchoir. C'est craquant. Et je pense d'abord à de la lavande. Émotion, des billets de banque, et beaucoup. Et tout ça pour nous. Il y en avait pour 13 000 francs, à peu près l'équivalent d'un an de travail pour un ouvrier. On fouille encore, un peu nerveux cette fois. Des bijoux de valeur. Quel choc! Que de tentations! Jamais nous n'avions eu dans nos mains tant d'argent. Que faire? Très vite, je me suis rendu compte que nos parents ne pourraient pas croire à la version de la trouvaille et imagineraient les pires choses. Il n'était même pas question de le dissimuler. La tentation aurait été trop forte d'utiliser cet argent sans attendre. À cette époque, nous n'avions pratiquement pas d'argent de poche. Et pour le moindre achat, il fallait demander à papa ou maman. Plutôt maman, c'était plus facile. Alors, le cœur lourd, mais avec le sentiment réconfortant de faire une bonne action, nous sommes allés rapporter le sac et son contenu intégral à la gendarmerie. Il ne se passait pas grand-chose à La Ciotat, et le journaliste, correspondant local de l'agence France Presse, s'est empressé de transmettre le sujet. On était en pleine période blouson noir et bagarre de voyous. Des jeunes qui faisaient une bonne action, c'était bon ça. Le lendemain, j'étais en photo avec mes 3 amis dans tous les journaux du matin. Comme escapade discrète, on fait mieux. Et évidemment, j'ai été convoqué par le directeur du camp. Mais au lieu du sermon attendu, il m'a remis un papier de félicitations du comité d'entreprise de la SNECMA, dans lequel j'étais devenu une sorte de symbole pour la jeunesse. Qu'est-ce que j'étais fier! Mais ce n'était rien à côté de la grande émotion que j'ai ressentie quelques jours plus tard. Ma mère, ce matin-là à Courbevoie, avait été réveillée par une voisine, un journal à la main. On parlait de son fils, et en bien, dans les journaux. Quelle grande joie! Ce fut son dernier cadeau terrestre. Elle est morte quelques jours après, au terme d'une grave maladie. Elle n'était âgée que de 37 ans. Je fus consolé de cette lourde perte par cette ultime joie que je lui avais apportée involontairement, simplement en ayant su résister de manière raisonnée à la tentation de l'argent facile. Maman avait beaucoup souffert des restrictions alimentaires de l'après-guerre. Elle se privait pour donner à son petit garçon la tranche de jambon qui lui aurait été nécessaire. Je rappelle que, comme mon père, elle n'avait que 20 ans quand je suis né. Elle en était restée de santé délicate, jusqu'à une alerte beaucoup plus sérieuse où on avait cru à la tuberculose, la terreur de l'époque. Ce n'était qu'une pleurésie, mais quand même. Elle dut partir plusieurs semaines dans un sanatorium à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées. Elle était très brune. On la prenait plus pour une Espagnole que pour une Bretonne de Brest. C'était une belle femme, dans le genre d'Ava Gardner ou Gina Lollobrigida. J'étais très marqué par le film Fanfan la Tulipe, dans lequel Gina jouait Gérard Philippe, dont on disait que je lui ressemblais. Et bien que ce film raconte une histoire d'amour entre eux, n'y voyez aucune pensée incestueuse de ma part. C'est uniquement le rapprochement de ces deux ressemblances qui m'a touché. Maman se sentait de nouveau affaiblie et plus grave. Elle crachait du sang. Toujours la peur de la tuberculose. Elle alla consulter un spécialiste des poumons qui lui montra sur des radios qu'elle était malade à un endroit. Il lui prescrivit des médicaments très puissants qui la faisaient souffrir quand il fallait les avaler, tant les comprimés étaient gros. Ils n'eurent pas l'effet escompté. Elle alla trouver un autre spécialiste qui lui dit qu'elle était touchée, mais à un autre endroit, et encore des médicaments très forts, toujours sans effet. Elle crachait toujours du sang. Elle consulta ainsi plusieurs spécialistes. Certains lui dirent même qu'elle n'avait rien, mais toujours ce sang. Elle refusait d'aller à l'hôpital, qui la terrorisait pour un examen général. Un jour, elle s'est souvenue qu'une de ses tantes avait aussi craché du sang et que ça n'avait pas été grave du tout. Une simple petite varice sans conséquences sérieuses, logée dans la gorge et qui éclatait par moments. Après examen, on s'aperçut que c'était bien ça. Ouf! Rassurée, ce n'était pas la tuberculose. Mais quand même, elle ne se sentait pas bien. Un jour, elle s'écroula et on la transporta d'urgence à l'hôpital sans qu'on lui demande son avis. Qu'elle n'était pas étonnée. Examen complet. Elle n'avait rien au poumon. Par contre, elle était très gravement atteinte au foie, cirrhose. Elle n'en avait plus que pour 6 mois à vivre. Entre parenthèses, on ne l'apprendra qu'après son décès. Fin de parenthèse. Elle n'était pas alcoolique.
Quand elle buvait du vin, c'était allongé d'eau, et même si quelquefois elle s'était laissée aller à boire un peu plus pour tromper son ennui au fond de l'impasse de Courbevoie, ce n'était en aucun cas suffisant pour provoquer un tel dégât. Ce sont les médicaments très puissants pour soigner une maladie inexistante au poumon qui lui ont rongé le foie, ajouté aux faiblesses des malnutritions liées à la guerre et l'après-guerre. Elle est morte le 31 juillet 1960. La cérémonie de l'enterrement eut lieu à l'église circulaire Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. J'étais en larmes pendant la cérémonie. Dans mon chagrin, me sont revenues toutes les interrogations qui faisaient l'objet de grandes discussions avec Martine, ma sœur, avec qui je partageais la même chambre. Mon père ne s'intéressait pas à la religion, et ma mère pas trop non plus. Mais pour faire plaisir à ma grand-mère bretonne, la seule de mes grands-parents que j'ai connue, il accepta de m'inscrire au catéchisme. Je fis ma première communion en écoutant bien ce que les abbés nous enseignaient. À cet âge-là, on a tendance à croire ce qu'un adulte nous dit, surtout quand il a l'autorité. Et il y avait de bonnes choses dans leur enseignement. Mais quand, avec un décalage de 4 ans, Martine, à son tour, alla au catéchisme, on s'interrogea sur les contradictions évidentes qu'on constatait entre l'enseignement de l'Église et la vie quotidienne telle qu'on la connaissait. Progressivement, ma foi religieuse en fut ébranlée. Et ce jour de l'enterrement de maman à l'église, ce fut le coup de grâce. Les prêtres qui officiaient la messe m'apparurent comme de sinistres pantins, comme une sorte de point final à une longue série de questions sur ce qu'enseignait l'Église catholique et sur ce qu'elle pratiquait réellement. Depuis, malgré ou surtout à cause de ce qui m'est arrivé, je rejette l'Église, toutes les églises, même si j'y retourne de temps en temps pour la fin du spectacle de la messe écouter de l'orgue. Le peu que j'entends du discours qui est tenu me semble toujours la même histoire banale d'un bonhomme qui a fait ci ou ça, mais dont on escamote sciemment toute la portée réellement spirituelle. Les religieux que j'ai rencontrés depuis, même venus chez moi, me sont tous apparus comme des professionnels de la religion, concernés plus par la gestion ou une certaine rentabilité qu'habités par une véritable connaissance spirituelle. Quand j'ai parlé de mon expérience, ils se sont montrés totalement indifférents. Si Jésus revient, quelle mauvaise surprise de constater ce qu'ils ont fait en son nom. Quant à mon père, il n'eut jamais à chercher loin pour ses amours. Il rencontra maman à la cantine où elle était serveuse dans l'usine Hispano-Suiza à Bois-Colombes et où lui était ajusteur. Ensuite, il eut l'association avec Catherine, qu'il n'avait pas eu à courtiser puisqu'elle lui était tombée d'elle-même dans les bras et avec une belle dot en plus. Quant au bout de nombreuses années de conflits entre eux où les éclats de voix se succédaient aux hurlements, ils finirent par se séparer. Il se mit alors en ménage avec une voisine, Evelyne, de l'immeuble situé à droite de notre propriété à Bagneux. Il la connaissait depuis longtemps, et quand elle se retrouva veuve, elle devint son grand amour. Il voulut l'épouser, mais elle, redoutant son caractère très autoritaire, refusa. C'est surtout à cause de ce caractère de domination et de conflit explosif entre nous que je n'ai pas travaillé avec lui. Fin de la parenthèse. Elle fut atteinte d'un cancer du tabac et mourut. Il fut très triste un moment et se consola avec la voisine de gauche, Micheline, qu'il finit par épouser, à l'approche de ses 80 ans. À ce qu'on m'a rapporté, car depuis la vente de la maison qui s'était mal passée, il n'a plus donné de nouvelles à personne de la famille. Retour à La Ciotat pour terminer les vacances, au lieu de rester ruminer le chagrin. Michel m'apporte un grand réconfort. À côté du camp, il y avait des vignes et on avait entrepris d'aller la nuit chaparder du raisin pas encore très mûr. On y allait par roulement pour en rapporter aux autres. Cette fois, c'est mon tour, mais je n'ai pas très envie d'y aller. Et je laisse les autres faire les courses. Bien on a pris. Les gendarmes étaient là. Scandale dans le camp, dont la direction a dû généreusement rembourser le vigneron pour étouffer l'affaire.
Je m'étais lié de sympathie avec des commerçants qui vendaient des fruits au marché. Ce jour-là, il faisait très beau. C'était la fin du marché. Ils m'ont donné 17 melons bien mûrs pour 1 franc, à peu près 1 euro actuel peut-être. J'avais les bras couverts de melons, que j'ai bien sûr partagés arrivé au camp. Mes escapades amoureuses et ma gloire journalistique n'ont pas fait que des heureux. J'apprends par un copain confident qu'un petit groupe de jaloux et envieux ont décidé de s'attaquer à moi dans le train du retour, sans considération pour le deuil qui m'affligeait. Leur meneur, Jean-Paul Castanet. Nous étions élèves ensemble parmi la douzaine de futurs chaudronniers de notre promotion. Nous étions copains, mais toujours à la limite d'être ennemis. Physiquement, sans nous ressembler, nous avions beaucoup de points communs. Même stature, même poids, même performance sportive. Mais au moral, quelle différence! Notre perception et nos espoirs pour ce monde étaient radicalement opposés. Je rêvais d'un monde plus beau, plus harmonieux, plus généreux. Lui ne parlait qu'argent dans une perspective très égoïste. Je n'étais attiré que par les brunes et lui par les blondes. Prenant les devants, je vais trouver Jean-Paul et lui propose qu'on s'explique à la loyale une bonne fois pour toutes. On prend rendez-vous le lendemain matin sur la petite placette, très calme et discrète devant l'église de la Ciotat. On arrive, chacun accompagné d'un témoin. On se salue, on s'observe. Brutalement, on se rentre dedans, mais rien à voir avec les bagarres de cinéma. On n'est même pas de vrais méchants. Quelques horions, beaucoup de coups de poing qui brassent l'air sans rien toucher. Prise de corps, c'est plutôt de la lutte. Au bout d'un moment, on est essoufflé. La tension est tombée. On n'a même pas de bleu. On se serre la main. C'est fini. Sans vainqueur ni vaincu. Je suis tranquille dans le train du retour. Le lycée technique. C'est la rentrée. Retour à Courbevoie. Au lycée technique Vauban. Je n'ai plus de métro à prendre. Je reprends en seconde, ayant perdu 2 ans sur le calendrier scolaire, mais ayant gagné bien davantage en expérience. Le principal demande quels sont ceux qui ont déjà pratiqué le dessin industriel. Je lève la main et me retrouve dans la section de ceux qui ont de l'expérience, mais avec une différence de taille. Je n'avais dessiné qu'au crayon et tous les autres à l'encre. J'ai compris ma douleur quand on a fait connaissance de notre professeur, un homme très sévère. Tout de suite, en raison de toutes les tâches que je fais sur le papier à dessin, il me prend dans son collimateur et je suis constamment surveillé. Il nous forme à travailler vite et bien. Elle nous donne 20 minutes, ou 10, ou 5, suivant la complexité pour faire un dessin. Le temps est très court. Stop! Il faut poser les instruments. Il prend les feuilles de papier et regarde par transparence si on ne s'est pas servi d'une lame de rasoir pour supprimer les erreurs ou les tâches. Les points sont retirés en conséquence. La notation est sévère. À force de l'avoir sur le dos, je progresse très rapidement. Il avait dû se rendre compte de mes aptitudes potentielles. Alors qu'à la rentrée, j'étais le plus mauvais de la classe, à la fin du trimestre, je termine premier. Les autres trimestres, me reposant sur mes lauriers et ralentissant mon effort, je ne serai plus que second. Grâce à ce professeur, j'ai acquis une capacité et une rapidité d'exécution en dessin technique qui m'a servi toute la vie et principalement en architecture. Dans les classes suivantes, où les professeurs n'avaient pas la même énergie ni sévérité, je ne faisais plus beaucoup d'efforts. Il m'arrivait même de me cacher sous la table à dessin pour lire un livre. J'ai toujours beaucoup aimé lire toutes sortes de littérature. Cependant, j'étais toujours dans les 10 premiers de la classe. Et pour réaliser un dessin donné en 4 heures, je terminais toujours au moins 1 heure avant n'importe qui. L'enseignement et l'entraînement de l'école de la SNECMA y étaient aussi pour beaucoup. Ainsi, à la fin de la seconde, où j'avais pris la spécialité chaudronnerie, bien sûr, on m'a proposé de passer le brevet professionnel. Partie écrite, aucun problème. Partie atelier, on nous donne une pièce à réaliser en 8 heures. Généralement, c'est très juste. Je prends le travail à la légère et m'aperçois au bout d'1 heure et demie que je me suis trompé. Ça ne fait rien. Je recommence. Et à midi, à peine la moitié du temps imparti, je remets ma pièce terminée, un peu bâclée, je l'avoue,
et je m'en vais devant les autres élèves et les professeurs médusés. J'ai été reçu au brevet, qui m'apportait peu puisque je préparais le baccalauréat. Mes aptitudes me permettant d'assimiler rapidement l'enseignement, je me pliais que difficilement aux horaires imposés. Nous avions quand même 42 heures de cours et d'ateliers par semaine, ce qui m'entraînait à sécher bon nombre de mes cours, le plus discrètement possible, mais avec de temps en temps des erreurs de calcul me valant quelques heures de colle que je m'empressais de faire sauter par l'adjoint du surveillant général. Celui-ci, un curieux personnage, guide pour touristes en Europe centrale et en Allemagne pendant les vacances scolaires, fut une sorte d'ami pendant près de 3 ans. Il enseignait l'allemand et nous n'étions que 4 élèves. Ayant remarqué mon goût pour les idées philosophiques, il passait les cours à nous entretenir de son philosophe favori, Nietzsche, et de Ainsi parlait Zarathustra, que je finis par connaître et comprendre sans avoir lu beaucoup de ses œuvres. L'hymne du lycée était repris de la chanson des Bagnards de l'île de Ré, Merde à Vauban, bien sûr. Au début de l'année scolaire, le professeur de gymnastique, un jeune type très avenant, nous dit qu'il fait partie d'une équipe de rugby et qu'il cherche de nouvelles recrues. Je suis séduit et m'inscris au club de Puteaux, situé dans l'Île-sur-la-Seine. On me montre comment il faut plaquer. Ok, mon premier match comme arrière sur un terrain en termes battus gelés. On a rarement eu droit au beau gazon des matchs télévisés. Un ailier adverse s'empare du ballon et file droit vers nos lignes. Je m'élance derrière lui et réalise un magnifique plaquage dans les règles. K.O. La vitesse et la terre gelée m'ont rendu plus prudent par la suite. La première fois que je me retrouve dans les vestiaires après le match, je me sens très gêné et intimidé de voir tous ces types nus, à poil, qui vont prendre une douche décontractée. Je n'avais jamais vu ça. Bon, j'y vais aussi. Finalement, c'est un excellent moyen de se décomplexer. Je trouve ma place comme troisième ligne L. C'est passionnant. On est toujours en action, mais c'est épuisant. Un dimanche après-midi, après le match, je vais dans une boîte de jazz à Saint-Michel. À un moment, je veux me lever et je manque hurler. Mon genou me fait terriblement mal. Le lendemain, je vois le docteur de famille qui se contente de me prescrire une pommade. Ne me voyant pas revenir au club, les dirigeants s'inquiètent, d'autant que je suis un de leurs meilleurs éléments. Et ils viennent me chercher chez moi pour me conduire chez le kinésithérapeute de l'équipe de France de rugby. En 2 temps 3 mouvements, il me remet le genou en place. J'avais un déplacement du ménisque au genou droit. Des années après, très longtemps après, j'aurai par moments des douleurs à ce genou. En reprenant l'entraînement, je ne peux plus reprendre la place de troisième ligne, trop épuisante, et deviens 3/4 centre. Pas mal non plus comme place. C'est moi qui marque le plus d'essais cette année-là. Je me revois dans ce match sur l'île de Puteaux, le terrain principal. Superbe gazon entouré d'arbres majestueux. Un paquet de joueurs au sol. Je réussis à shooter dans le ballon qui était sorti de la mêlée. Je saute par-dessus. Les joueurs à terre re-shootent dans le ballon. Je le poursuis, le rattrape à la main. Je cours en sentant derrière moi la meute des poursuivants. J'arrive seul devant les poteaux. La ligne est là. Je plonge dans l'herbe. Je marque. Quel bonheur! Une autre fois, on part en quart à Soissons, capitale des haricots, rencontrer l'équipe locale. On est terrifiés. On voit entrer sur le terrain un type gigantesque, une vraie montagne, et un autre tout petit, qu'on pense écraser facilement. C'est le contraire qui se passe. Le géant était tellement lent dans ses réactions qu'il ne s'est pas du tout imposé. Par contre, le petit, vif et rapide, passait entre nos bras sans qu'on réussisse à l'arrêter. Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Au retour, le car fait un arrêt d'1/4 d'heure dans une petite ville. Je me promène un peu et rencontre une fille esselée. Mon charme foudroyant agit et ce bref laps de temps est suffisant pour se rouler des galoches. J'étais un rapide. Bien sûr, je pensais toujours à Michel et on correspondait toujours pour se revoir aux vacances. Mais elle était loin et quelques petits extras, ça ne mange pas de pain, comme disent un de mes copains. Justement, il y avait une fille que j'allais voir derrière chez moi. Elle était d'origine algérienne
et il n'était pas question d'aller plus loin que des baisers enflammés. Elle mettait un rouge à lèvres violacé au goût de violette. Je le sens encore sur mes lèvres. Arrive la fin de la saison. L'équipe du club est arrivée en finale de je ne sais plus quelle compétition. Pour une fois, on fait les choses bien. Au lieu de rentrer en pagaille sur le terrain, on se met à la file indienne et on arrive au petit trou. Je suis un des derniers. Je porte le maillot 13. Juste avant la ligne du terrain, il y a une vieille piste de saut abandonnée et cachée par les mauvaises herbes. Je ne la vois pas. Je tombe. Le match est fini pour moi. J'ai une entorse à la cheville gauche. 40 ans après, elle se rappellera mon bon souvenir. Déçu, je regarde du bord du terrain ce match dont j'étais une des pièces maîtresses. Mon remplaçant ne connaît pas toutes les techniques mises au point. Mon équipe perd 8-9, ce qui n'est rien en rugby. Ils sont passés là où j'aurais dû être. Encore un coup du destin. Mon père avait un apprenti de mon âge, Jean-Claude. On avait sympathisé et décidé d'un week-end à Moret-sur-Loing, près de Fontainebleau, où papa naviguait sur un voilier dériveur. Plus tard, il fut champion d'Europe avec mon frère comme équipier sur ce genre de bateau. Mais moi, je déteste l'humidité, donc pas de bateau à voile pour mes loisirs. On part tous les deux sur son scooter. Il n'arrêtait pas de se retourner pour me parler. Et ce qui devait arriver arriva. Il perdit le contrôle de sa machine et s'engagea dans le fossé au bord de la route. Résultat, on fit une grande glissade avec plein d'écorchures superficielles. On était l'attraction des baigneurs, couverts de mercurochrome rouge à la plage de Moret. L'été venu, on partit ensemble à La Ciotat pour faire du camping. Indépendant cette fois, installé dans un champ d'oliviers. C'était toujours le grand amour avec Michel, mais ça commençait à devenir sérieux. Ses parents parlaient de nous comme des fiancés, et même parlaient mariage. À cette époque, les filles près de Marseille se mariaient très jeunes, 16 ou 17 ans. À 20 ans, non mariées, elles commençaient à être considérées comme des vieilles filles incasables. Pour ma part, je n'avais pas réfléchi à cette situation. Et c'est curieux, je n'ai presque pas gardé de souvenir de ces vacances. Sauf que Jean-Claude ne semblait pas tellement intéressé par les filles qu'on lui présentait. De retour à Paris, il fit une rencontre qui lui fit quitter l'atelier paternel et le monde ouvrier pour se retrouver installé dans un superbe appartement luxueux entretenu par un monsieur très bien. Il avait trouvé sa voie. Michel, devant gagner sa vie, monta à Paris pour travailler à la poste. Le mariage devenant de plus en plus pressant, mon père me dit qu'il ne s'y opposerait pas si j'y tenais vraiment, mais que lui-même, ayant été marié à 20 ans, il ne pouvait pas me le conseiller, d'autant que j'avais à peine 18 ans. Si je désirais rompre et que je n'ose pas le dire, il se proposait de prendre sur lui et d'annoncer aux parents de Michel qu'il s'y opposait formellement. Lâchement, j'acceptai, d'autant que j'avais commencé à m'intéresser à toutes ces jolies filles qui nous entourent, et on annonça à la famille que tout était fini entre nous. En réalité, on s'était mis d'accord, Michel et moi, pour se revoir un mois après et faire le point. C'est ce qu'on fit. On reprit nos baisers et nos caresses. Cette fois en appartement à Paris, mais le cœur n'y était plus. Dans mon esprit, elle s'était transformée et ne représentait pas plus que toutes les autres filles que je commençais à rencontrer. On se quitta pour de bon. Un an plus tard seulement, je l'ai rencontrée accidentellement, entre parenthèses ou par le destin, fermez la parenthèse, sur le quai de la station de métro Franklin Roosevelt. Elle s'était déjà mariée, avait décoloré ses cheveux en blond jaunasse très vulgaire et beaucoup grossi. Je l'avais échappé belle. Rentré en première fin 1961. Comme je vais avoir 18 ans, mon père m'offre les cours pour passer le permis de conduire, que j'obtiens du premier coup. Mais ce cadeau a pour finalité que j'assure des livraisons plus importantes et plus loin chez ses clients en 2 chevaux Citroën. J'ai continué, pendant les fins de semaine et les congés scolaires, de sillonner la région parisienne dans cette voiture poussive et tellement molle que je rêvais de Dauphine Renault beaucoup plus nerveuse. Quand j'arrivais dans un atelier habillé en blouse de travail, les ouvriers me tutoyaient long comme le bras.
suivant l'expression populaire, mais que je revienne en veste et cravate, les mêmes me donnaient du monsieur avec vouvoiement. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine? Surprise, en reprenant la classe, je découvre une vieille connaissance, Jean-Paul Castanet. Il avait passé le CAP de chaudronnerie et réussi à réintégrer le lycée directement en première. Dans ce lycée, pourtant loin de chez lui, mais à la bonne réputation. On se retrouve donc pour les 2 ans à venir avant le bac, avec des relations meilleures, mais toujours un peu ambiguës, un peu tendues. Un nouveau compagnon de route nous rejoint, Alain Burel, fils d'une directrice d'école primaire, a été renvoyé de tous les lycées environnants. Il était beaucoup plus passionné de mécanique automobile que des études de l'enseignement technique. Il avait réussi à obtenir une voiture de sport décapotable qu'il bricolait. Il stationnait discrètement devant la porte du lycée. On avait sympathisé et quand on se rencontrait à 8 heures du matin, on s'interrogeait. Qu'est-ce que tu fais à 10 heures? Entre parenthèses, heure de la récréation. Fin de parenthèse. La même chose que toi. Et on s'éclipsait ensemble dans sa belle voiture, mais pour aller chacun de son côté après. Pour ma part, je m'éclipsais pour étudier chez moi les livres où j'apprenais beaucoup mieux qu'avec des professeurs qui m'ennuyaient. Quand je rentrais à la maison le soir, je retrouvais Martine qui préparait le repas du soir. Je participais à la vaisselle et au ménage. Mon père était souvent absent. Déjà, j'aimais chanter. Je rêvais d'être chanteur et entonner des duos avec ma sœur. On chantait en particulier les feuilles mortes ou des improvisations jazzy. Mon jeune frère, qui n'avait que 6 ans quand maman est morte, ce qu'on lui avait caché, était élevé au 15, en face de chez nous, par Parrain et Tata André. Ils le couvaient tellement qu'on ne le voyait presque plus. Ils avaient rêvé d'avoir un enfant qu'ils ne pouvaient pas avoir. Enfin, leur amour paternel et maternel pouvait s'exercer pleinement. Tata André, une brave femme, pas très futée, mince, un peu desséchée, était originaire de la Sarthe et travaillait comme bonne à tout faire chez des Richard de Neuilly. Son appartement était très soigné. Il fallait prendre les patins pour traverser la salle à manger au plancher ciré, dont les meubles étaient en permanence couverts de housse en tissu blanc. Il ne s'en servait pratiquement jamais, préférant vivre dans la cuisine. Parrain, ou tonton André pour Gilles et Martine, avait tout du titi parisien. Il ressemblait à Jean Gabin, portait casquette et s'exprimait dans un langage qui aurait fait le bonheur d'Audiard pour ses dialogues de film. Il travaillait au SDEC, devenu DGSE, à la piscine, comme on appelait la caserne du boulevard Mortier. Il n'était pas espion et pensait beaucoup de mal de tous ces militaires qui l'environnaient. Un jour que je rendais visite à la caserne, il me montre un personnage qui passait. Tu vois celui-là? Sa spécialité, c'est de tuer les gens à main nue. Brrr. Il travaillait au garage. Ses capacités étaient très limitées. Toute sa vie, il est resté graisseur. Ses collègues l'avaient surnommé Dédé la Graisse. Le midi, j'allais déjeuner avec ma sœur chez Tata Paulette, une autre sœur de mon père. Elle habitait au 4 de l'impasse du Puy, un immeuble ouvrier, pas vraiment sordide, mais presque. C'était une bonne grosse, qui nous préparait des repas roboratifs en compagnie de mes 2 cousines et cousins. Son mari, ancien déporté, revenu décharné, était alcoolique et ne pouvait obtenir que des emplois de bas niveau. Ce petit monde bien gentil avait un esprit, un entendement très limité. Entre parenthèses, il ne s'intéressait à rien, ni musique, ni cinéma. Fermez la parenthèse. Qui tranchait beaucoup avec celui de mon père et une autre de ses sœurs, Tata Marcel. Elle avait été la grande amie de ma mère. On apprit qu'en fait, papa et Marcel n'avaient pas eux le même père, et que les 2 autres frères et sœurs, dont Tata Raymonde, une très grosse personne mariée à un vendeur de vêtements dans le quartier du Temple près de la République, tout près d'où j'habite à présent. Ma grand-mère paternelle, que je n'ai pas connue, s'appelait Gabrielle, d'où mon second prénom, Gabriel. Elle était blanchisseuse à Courbevoie et travaillait dans des conditions dignes des romans de Zola. Elle avait eu un ou plusieurs amants dont les fruits avaient été mon père et Tata Marcel, reconnus par son mari. Un jour,
Quand j'avais une douzaine d'années, je me promenais avec parrain rue de Beson à Courbevoie. Il m'arrête et me montre un vieux monsieur qui passait sur le trottoir en face et me dit: Regarde, c'est ton grand-père. En réalité, c'était son père. Ils ne se parlaient plus depuis des années, ni avec quiconque de la famille. Je n'ai jamais su pourquoi. Il faut dire que dans cette famille, à part mon père, ils étaient tous très rancuniers et capables de rester fâchés et de ne plus se parler pendant des années pour des broutilles. Je ne me suis jamais reconnu dans ce nom de Bisson que je dois pourtant porter. La différence d'intelligence et de capacité entre les deux groupes de frères et sœurs étant trop manifeste. Dans l'impasse habitait une belle fille, Denise, autour de qui Girard et moi tournions comme des mouches. On était même reçus chez ses parents. Son père travaillait dans l'imprimerie et était d'une prétention sans limite. L'un après l'autre, nous sommes allés faire un tour avec Denise à Paris. Une fois, mais pas deux. Elle était d'une bêtise ahurissante et fort bruyante en plus. On en avait honte en ne sachant plus où se cacher. Elle a fini par se marier à 20 ans avec un jeune type falot qui avait certainement été le premier à coucher avec elle. Il avait gagné le gros lot. Non seulement il l'avait mise enceinte et dû l'épouser, entre parenthèses, ça se faisait en ce temps-là, fermez la parenthèse, mais une fois mariée, elle s'est complètement laissée aller, et en plus d'avoir une femme stupide, elle était devenue moche. Ceci me rappelle une réflexion d'une copine de Michel à la Ciotat. Elle était mignonne, bien arrangée et bien maquillée d'habitude. Elle se trouve fiancée et va se marier. Comme je m'étonne qu'elle ne se maquille plus et ne fasse plus d'efforts pour s'arranger, elle me répond: « J'ai plus besoin de plaire maintenant. » Pauvre Marie. J'avais repris le rugby, mais l'équipe avait changé et l'ambiance n'était plus aussi exaltante. Je me sentais devenir le vieux routier qui utilise des coups en douce, défendu par le règlement. Un jour, je fis un croc en jambe, interdit, à un adversaire. J'en fus immédiatement puni en m'effondrant de douleur. Son tibia s'était imprimé en diagonale et en relief sur le mien. C'est très très douloureux. On jouait le dimanche et, échauffé par le match, on ne sentait généralement rien le jour même. Mais j'ai commencé à en avoir assez de me réveiller le lundi matin couvert d'échymoses, des bleus et des douleurs partout. La première partie du baccalauréat approchant, j'ai décidé d'arrêter définitivement le rugby. Par contre, depuis, je vibre quand je vois un match, mais à la télévision, il y a beaucoup moins de risques. La première partie du bac s'est très bien passée, dans un lycée en bordure du jardin de Luxembourg. Je vais voir les résultats. Je suis reçu. Je me précipite dans un café pour téléphoner à la famille. En attendant, près de la cabine téléphonique, je fais la connaissance d'une fille qui a aussi réussi. Elle attend son tour pour en avertir ses parents. Elle s'appelle Dominique. Elle a 20 ans et a une expérience de la vie que je n'ai pas. Elle sera ma première maîtresse, celle qui m'initiera aux joies de la sexualité. Ça ne se fera pas sans mal. Le premier jour, j'étais tellement bloqué par ma timidité que rien n'était possible. Je lui plaisais vraiment. Elle insista. Deuxième jour, pareil. Mais le troisième jour, oh miracle, ça marche! J'inaugure enfin l'ère du chaud lapin. Un peu tard, près de 19 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Dominique était très amoureuse. Elle espérait un petit héritage qui lui permettrait de réaliser ses rêves. Habiter dans un studio avec moi. Entre parenthèses, nous habitions tous les deux chez nos parents. Fin de parenthèse. Et acheter une voiture de sport décapotable. Une Austin Harley. Le fin du fin de l'époque. Rien ne s'est fait, car je ne ressentais pas tout à fait la même chose. Je l'aimais bien, mais sans plus. Dimanche après-midi, je vais la voir accompagnée par Gérard, qui avait acheté une voiture, une petite Austin. Elle habitait très loin de chez moi, de l'autre côté de Paris, un immeuble en briques rouges à Alfortville. Pendant qu'il fait la sieste dans le salon, allongé sur le divan, je m'occupe avec Dominique dans le grand lit de la chambre de ses parents. Catastrophe! Retour imprévu de la sœur aînée qui découvre interloquée,
Gérard émergeant des brumes du sommeil. Choc, scandale. Elle nous voit sortir en petite tenue, essayant péniblement d'enfiler nos vêtements à vitesse, de la chambre de ses parents. La rencontre des deux sœurs est très orageuse. On s'esquive sur la pointe des pneus de la voiture de Gérard. Dominique ne m'a pas seulement initié aux œuvres de la chair, elle m'a aussi fait découvrir la cuisine chinoise et appris à me servir des baguettes, ainsi qu'à mon père et Catherine, qui nous avaient invités au premier étage d'un fameux restaurant en haut de la rue Monsieur le Prince. Elle avait des copains architectes, et en me parlant de l'architecture que je découvrais pour la première fois, elle me planta une graine dans la tête. Nous philosophions pendant des heures et des heures en alternance avec l'écoute des Jazz Messengers d'Art Blakey, en compensation des cours lamentables qu'un pauvre débris de l'enseignement qu'on avait surnommé Tom me faisait subir au lycée. Il ne concevait l'enseignement de la philosophie que par un apprentissage par cœur de certains textes qu'il nous dictait pendant la moitié de son cours. L'autre moitié étant réservée à la récitation, où le moindre mot erroné valait toute une gamme de sanctions. On s'aplatissait le plus possible pour ne pas se faire remarquer derrière l'énorme pile de livres qu'il exigeait que nous apportions, inutilement la plupart du temps. Curieuse méthode pour enseigner une telle discipline. Il faut dire qu'il devait être conforté dans ses convictions que nous ne valions pas grand-chose par l'état d'esprit des responsables de l'enseignement national qui se demandaient ce que ces gens du technique pouvaient avoir de connaître la philosophie. D'ailleurs, à l'épreuve du baccalauréat, il y avait un tirage au sort au moment de l'examen entre la philosophie, l'histoire et la géographie. C'est dire. Alain Burel a changé de voiture pour un engin bleu, un prototype de compétition dont les portes s'ouvraient par le toit, lui donnant une allure d'oiseau. On continue toujours nos bonnes vieilles habitudes d'escapade, mais en allant ensemble cette fois prendre des cours de dessin au fusain de plâtre antique. Il avait un oncle architecte et l'idée que m'avait insufflée Dominique commençait à prendre forme, bien que mon destin semblait m'attendre dans un atelier de mécanique avec mon père. Quelque chose me disait qu'il serait bon que je me prépare, au cas où. On était les rois pour sécher les cours. Et si lui se faisait souvent prendre, je réussissais à échapper à la plupart des sanctions. Arrive l'épreuve. Alain se retrouve assis juste derrière moi. Au tirage, c'est la matière que je préfère qui sort. L'histoire, la période que je connais le mieux, la guerre de 14-18. Je me lance et n'arrête pas d'écrire, pouvant à peine aider Alain tant je suis absorbé. Je rends une copie avec presque pas de date et de nom. Entre parenthèses, ma mémoire a toujours été fâchée avec les dates et les noms. Fin de parenthèse. Mais où j'ai bien analysé les différentes phases de cette guerre. Résultat, malgré le manque, j'ai 14 sur 20, une très bonne note. Cette année-là, surprise au lycée Vauban, les meilleurs élèves de la classe ne sont pas reçus. Et c'est à n'y rien comprendre. Alain Burel est reçu. Moi aussi, avec la même mention. Assez bien. Mes sens éveillés et informés du fonctionnement du machin, je me mis en chasse. Mais dans cette période, les filles qui acceptaient de passer à la casserole étaient assez rares. Aussi, il fallait se contenter de ce qu'on trouvait. J'avais rencontré une grande perche assez bien faite de sa personne, portant jupe serrée et talons aiguilles, dans un bal ringard donné dans la salle des fêtes de Courbevoie. Ma sœur me demandait comment je pouvais rester en cette compagnie tant elle la trouvait idiote. Je pouvais difficilement lui avouer que c'était uniquement parce qu'elle relevait très facilement sa jupe serrée. J'avais réussi mon baccalauréat, mathématiques et techniques. Il me fallait prendre une décision. Que faire de ma vie? L'architecture, les beaux-arts, avec cette réputation scandaleuse de gens passant leur temps à faire la fête, ce qui contribuait plutôt à m'attirer, n'était pas du goût paternel, et je n'osais pas l'affronter. Poursuivre les études aux arts et métiers pour devenir ingénieur suivant la filiation logique de cette filière,
J'étais encore une fois fatigué des études. Ou plus sagement, travailler avec mon père dans l'entreprise d'affûtage industriel qu'il avait montée et qui était en plein développement. C'était très intéressant ce travail. Il fallait avoir vu la beauté des outils de coupe aux noms charmants tels les fraises ou les tourteaux, quand ils ont leur beau poli parfaitement coupant, fascinant et effrayant à la fois, tant on a envie d'y passer le doigt. C'est peut-être la première fois que j'ai eu le sentiment de perfection face à un objet farçonné par l'homme dans un but utilitaire. Et les ailettes de turbines de réacteurs quand je traversais l'usine de la SNECMA, quelle splendeur! Mais malheureusement, on ne visite généralement pas les usines et les foires de machines-outils dans un but esthétique et artistique. Ceci étant, la beauté de ces objets ne donne pas forcément envie de les contempler à longueur de journée. Et comme depuis des années, je passais souvent mes vacances, mes jeudis, entre parenthèses, et non, ce n'était pas le mercredi, ferme parenthèse, et mes fins de semaine à aider mon père bénévolement, aussi bien en travaillant sur les machines qu'à livrer dans les usines de la région parisienne les outils terminés, depuis très tôt le matin à tard le soir, je savais bien que la monotonie quotidienne et le bruit des machines enlèvent toute poésie à ce travail. De plus, le côté taureau autoritaire de mon père se heurtait souvent à mon scorpion passionné. Que faire donc? L'Allemagne. Alors est apparue une solution. Courbevoie était jumelée avec une petite ville d'Allemagne, Freudenstadt, en Forêt-Noire. À ma demande, la mairie me proposa d'aller faire un stage dans une usine du lieu. Malheureusement, il n'y avait plus de place dans les bureaux d'études et je dus accepter de partir travailler comme ouvrier spécialisé, ou plutôt sans spécialité. C'est amusant. Sur mes feuilles de paye, il était porté volontaire. En d'autres temps, ça aurait pu être fâcheux. Ce devait être un stage d'1 an, me permettant non seulement de connaître le monde du travail dans l'industrie, mais aussi de pratiquer la langue allemande technique, ce qui entrait dans les vues, à long terme, paternelles, pour des relations professionnelles ultérieures. Mais je dois avouer que malgré son grand intérêt, la langue de Goethe ne m'a pas vraiment passionné. Et qu'à la première occasion, quand par amour j'ai dû pratiquer l'anglais, je me suis empressé de l'oublier malgré 10 ans d'études. Ce séjour m'a été très instructif. J'ai pu vivre et réaliser pleinement à quel point ces ouvriers étaient exploités et enchaînés. Ils étaient payés un salaire de misère, ce qui les contraignait à des heures supplémentaires très importantes pour pouvoir simplement vivre. Leur logement appartenait à l'usine, et s'ils désiraient quitter l'entreprise, ils ne pouvaient pas se faire embaucher dans les environs immédiats avant 1 an en raison d'accords pris entre les patrons des usines de la région. Et bien sûr, ils perdaient leur logement. Cette grande entreprise fabriquait de grosses machines munies de rouleaux et de systèmes d'encreurs très sophistiqués, destinés à recouvrir d'encre de couleur, de vernis ou autres produits liquides, d'énormes rubans de matières synthétiques de toutes sortes, larges de 1 à 2 mètres, qui entraient bruts dans les rouleaux et ressortaient prêts à être commercialisés. Je viens de réaliser que le cuir synthétique, ou Sky, que j'utilise abondamment à présent, a probablement été traité par ce genre de machine. Mon destin était déjà en marche. Je suis hébergé dans une jolie maison blanche d'un seul niveau par une charmante vieille dame. En me montrant ma chambre, elle me dit Nicht Fräulein, mademoiselle. Bien sûr, bien sûr. J'avoue que je n'ai pas tout à fait respecté ce règlement, mais très discrètement pour ne pas lui faire de la peine. Premier jour, levé à 6 heures moins le quart. Dur. Petite marche agréable. L'air est pur. Il fait beau. Tout est tranquille. L'usine ne départ pas le paysage, car elle est nichée au fond d'un vallon, entourée de grands arbres, dont beaucoup de résineux et de verdure. Pour y accéder, on peut soit faire un grand circuit par la route, soit couper, ce que je fais, en descendant une grande pente herbeuse abrupte par un escalier raide et droit de matière brute, de pierre brute, posée irrégulièrement et simplement dans la terre. Il n'y a pas de rampe. La descente est dangereuse, mais ça va quand on est jeune. Le soir, c'est beaucoup plus pénible à escalader,
Et souvent, je préfère le détour par la route, moins fatigant. J'arrive dans l'atelier. Il est situé au premier étage d'une baraque pas très grande. On est une dizaine à devoir y travailler. Première surprise. Le chef d'équipe descend l'échelle de meunier, située au centre de la pièce, permettant d'y accéder. À peine sa tête disparue, tous les ouvriers posent leurs outils et arrêtent de travailler. Eh bien, moi qui croyais que c'était discipline, discipline. Deuxième surprise plus tard. Alors que je suis en train de réaliser le travail dont j'ai été chargé, un des ouvriers vient me trouver et m'engueule gentiment. Je travaille trop vite. Entre parenthèses, évidemment avec ma formation. Fin de parenthèse. Si je continue cette cadence, ils vont tous être obligés de s'y mettre, et ça ne leur plaît pas, vu ce qu'ils sont payés. J'ai bien compris la leçon. Je comprends très vite ce genre de choses. Il n'a pas eu besoin de me le répéter. À mes moments de repos, à la maison, je me suis essayé pour la première fois à l'aquarelle. En m'inspirant d'une carte postale, j'ai reproduit comme premier essai le château pseudo-moyenâgeux de Neuschwanstein, construit à la demande du roi fou Louis II de Bavière, en plein bois, au milieu du XIXe siècle, qui a inspiré Walt Disney dans ses dessins animés comme Blanche-Neige et les Sept Nains, ou ses parcs d'attractions. C'était déjà une indication de l'aspect féerique et merveilleux dans lequel je m'engagerai plus tard avec l'Extasium. En fait, ce stage d'un an n'a duré que 2 mois, pendant lesquels je me suis fait octroyer, en 2 fois, 3 semaines de congé maladie absolument nécessaires pour récupérer les folles nuits que je passais dans toutes les boîtes de nuit et dancing dont était largement pourvue cette petite ville d'eau si agréable. Dans la grande salle de bal régnaient encore des règles désuètes en France, mais charmantes. On se présentait à la table de la jeune fille qu'on souhaitait inviter à danser. Tout d'abord, on demandait aux personnes l'accompagnant si elles permettaient qu'on fasse sa demande, puis si elle était accordée, ce qui était généralement le cas, à la jeune fille elle-même. Après son acceptation, on tirait sa chaise et on lui frayait un chemin jusqu'à la piste de danse. On dansait une série de 3 ou 4 morceaux, entre lesquels on applaudissait l'orchestre. Puis les musiciens, prenant une pause, on la raccompagnait jusqu'à sa table. Là, on lui avançait sa chaise, puis on la remerciait, ainsi que ses parents ou amis. Bien sûr, pendant la danse, on avait bien noté le rendez-vous qu'on s'était fixé. Je m'étais fait une réputation de Casanova, comme m'avaient surnommé les musiciens d'Europe centrale, d'un dancing que j'affectionnais particulièrement. À chaque fois que je m'y étais rendu, j'étais accompagné d'une fille différente. Je ne couchais pas avec toutes quand même, mais eux ne savaient pas. Comme toutes les réputations, celle-ci n'était pas complètement vraie, mais cette activité débordante rendait particulièrement difficile les réveils à 5h45 pour commencer le travail à 7h moins le quart. Ah, ces pointeuses, ce que je les ai détestées. J'avais beau essayer de dormir dans les toilettes ou dans un recoin d'entrepôt, ce n'était pas suffisant pour récupérer. Alors le samedi ou le dimanche, j'allais souvent me promener avec une copine française dans la forêt noire. Quelle densité d'arbres! Elle porte bien son nom, le soleil passant difficilement à travers la ramure. Les chemins, parfaitement tracés et organisés à l'allemande, avec des bancs et des huttes abris en rondins, et surtout les animaux. La chasse étant interdite dans la région, on pouvait voir de temps en temps des chevreuils, des oiseaux, à profusion, des écureuils. On les appelait et ils venaient manger dans la main. D'un côté, les écureuils dévalant leur arbre et arrivant en courant, de l'autre, les oiseaux voltant tout autour. C'était comme un souvenir de l'Éden et du paradis perdu, mais avec de nombreuses Èves. J'avais presque 20 ans et je le vivais pleinement. Avec les jeunes Allemandes qui venaient s'amuser dans cette ville de loisirs, j'avais trouvé le mode d'emploi. Le premier soir de la rencontre, elles ne voulaient jamais, mais toujours le deuxième soir. Il suffisait d'être organisé et d'établir un roulement afin d'avoir un planning bien plein pour ces parties de plaisir sans lendemain. Ma dernière conquête, avec qui j'ai eu des liens plus approfondis, était une grande et belle fille, un peu massive. Elle semblait très attachée, mais quand on faisait l'amour, elle était aussi réactive qu'une statue de marbre. C'était assez ennuyeux. Souvent par la suite, je rencontrais ce genre d'impassibilité, de frigidité, pourrait-on dire, avec les grandes femmes. Le comble, longtemps après, a été avec une grande Guyanaise noire mannequin. En plus, elle s'appelait Amour.
J'étais en pleine action sur elle qui ne réagissait pratiquement pas. Elle me dit: Tu as bientôt fini? Douche froide, fini définitivement avec elle. Un jour, une lettre de mon père vint bouleverser mes vacances. Des reproches. Lui, qui n'avait jamais pu étudier, aurait souhaité que je continue mes études, que je prépare des écoles d'ingénieurs. Les reproches, je ne savais pas les accepter. D'ailleurs, si j'ai changé à ce sujet, c'est bien récent, et grâce à cette mission dont je me sens investi. Avec une grande mauvaise foi, je répondis sur le champ que, puisqu'il ne souhaitait pas me voir travailler avec lui, phrase qu'il n'a jamais dite ou écrite, les seules études qui me convenaient étaient celles de l'architecture. Qu'il m'inscrive donc à l'école spéciale d'architecture. Ça faisait meilleur effet que les beaux-arts, plus sérieux, plus technique, plus besogneux. Échange très rapide de courrier. Mon père m'écrit de rentrer au plus tôt pour m'inscrire, quelle joie, à l'école nationale supérieure de beaux-arts de Paris. Il n'y avait plus de place à la spéciale. Et en plus, c'était privé et payant. Ainsi, par une méthode que j'avoue hypocrite, que la distance m'avait permise, j'avais réussi à m'affranchir de la tutelle paternelle et pris la décision qui allait changer ma vie dans la bonne voie, bien que je me sois trouvé plusieurs fois en impasse par la suite. Il n'a suffi de presque rien pour que ma vie bascule d'un chemin tout tracé et sécurisé à une voie d'incertitude semée d'embûches. D'abord, cette lettre. Qui a insufflé cette idée de reproche à mon père? À mon départ pour l'Allemagne, on semblait bien d'accord sur ce stage, et la collaboration qui devait s'en suivre. Et ma réaction aussi opposée. Qui m'a soufflé de profiter de cette opportunité pour choisir une autre voie dont je n'avais que peu d'informations? Mes connaissances de l'architecture étaient très vagues et superficielles, loin de la réalité professionnelle que je découvrirai plus tard et qui ne me plaira pas. Par contre, ce passage me donnera les bases me permettant de réaliser mon œuvre et sa pièce maîtresse, l'extasium. Alors, l'esprit protecteur? Le destin?